Aujourd'hui, on va parler de programmation médiatée, une vidéo de transport scolaire qui fait un tabac sur les réseaux sociaux. On parle également de titres miniers et des aires protégées en Abitibi-Témiscamingue, un nouveau service de garde au CLSC d'Amos, une pétition qui va sur le projet Nathan. Et on va terminer avec le jumelage interculturel du MRAR. Mais bien sûr, on parle de la chronique des insolites de Cricri. Alors, bienvenue à Parlons-en. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode de Parlons-en. Christian Péloquin, mon co-animateur. Oui. Ça va bien? Oui, on s'en sort, oui. Aujourd'hui, ben écoute, c'est un agent masculin qui est à côté de moi, oui. Nicolas Maheu. Bienvenue, Nicolas, sur le plateau. Merci, bonjour Guylaine, bonjour Christian. Salut. Merci d'être là. Aujourd'hui, tu prends part à notre discussion qu'on va avoir ensemble avant justement d'entamer la discussion qu'on veut parler avec toi. On va commencer avec nos nouvelles parce qu'on a quelques petites nouvelles de la semaine. Entre autres, je vais passer rapidement parce que je ne suis pas la journaliste des nouvelles. J'étais supposé l'être, là, mais comme... à la dernière minute. À la dernière minute, on a dû... Ouais. C'est ça. Fait que donc... rapidement, bien, il y a eu la fermeture d'urgence de l'école Sainte-Thérèse de Launay. Est-ce que tu sais pourquoi? Désuétude. Désuétude. C'est une même? Ben, je le sais pas, hein. Moi, je vais te parler de faiblesse structurelle. Oui, mais malgré que, je sais pas. En tout cas, je dis ça, je connais pas le dossier, mais je comprends mal pourquoi c'est arrivé en octobre, pas en juin qu'ils ont décidé ça. Oui, c'est ça. Mais apparemment, ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont au courant de ça. Mais tu sais, ça, on dit ça juste ensemble, hein, parce qu'on n'a pas le droit de donner nos opinions comme ça. L'école est commencée, on ferme ça. Mais oui. Est-ce que toi, c'est ton secteur du transport? En fait, on est 3 transporteurs scolaires ici pour le centre de services scolaire à Ricana. OK. Puis je vous confirme que pour notre part, on a été informés de ça un petit peu avant l'annonce qui a été faite cette semaine, mais simplement pour pouvoir travailler la logistique du transport, pour rediriger les élèves de l'école fermée. Mais je vous confirme que j'ai aucune idée des réponses par rapport au questionnement que vous aviez sur l'information est connue depuis quand, mais on est quand même régulièrement en contact avec les gens du centre de service, puis ça n'avait jamais été discuté avant la dernière semaine. Là. Donc, oui. À creuser. À creuser, hein? Joanie sur le dossier enquête. Il y a aussi des élus municipaux qui s'inquiètent de l'absence de mention du bloc opératoire de l'hôpital Hôtel-Dieu d'Amos dans les plans de réfection du centre hospitalier. Oui, c'est ça, les fameuses rénovations. Puis là, il aimerait un peu plus au niveau des centres opératoires, avoir de moderniser un peu les centres opératoires. Et quand même, je suis d'accord avec ça. Je pense que, écoute, c'est déjà, là, on commence à manquer de médecins et tout. Ça serait bon parce que, écoute, je ne sais pas parce que j'ai un parti pris, j'ai travaillé là 5 ans à l'hôpital d'Amos. Alors, pour dire que, oui, je pense que ce ne sera pas une mauvaise idée. Ça ne sera pas une mauvaise idée, surtout si on veut garder les médecins ici. Hein, parce qu'ils ont tendance à partir. Oui. Dans la région, on a de la misère avec ça. Oui. Et, une autre information, il y a eu une capsule de mise en forme pour les aînés de Sainte-Terre. Oui, l'îlot d'or. C'est Vie Active qui a organisé ça, Sylvie Fontaine. En tout cas, tout est supervisé par une kinésiologue. Une kinésiologue. Kinésiologue. OK. OK, tu l'avais le mot, toi. Mais écoute, j'en vois un à tous les mots. Quand je fais une nouvelle, là, j'ai de la misère avec les mots des fois. Là, des fois, là, c'est pour ça. Puis j'ai l'air de dire ça comme un professionnel. Oh, qu'il y a du montage. Du montage, tu as pratiqué longtemps.
Les deux. Gang, 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 gang. Alors, quand même, oui, c'est quand même des belles petites capsules qu'on peut regarder sur YouTube pour l'exercice, pour les personnes âgées, pour les maintenir en forme, tout ça. Alors, c'est Ben, quand c'est même, bien c'est ça. très intéressant. Et Sylvie Fontaine, qui a été longtemps à la barre du club de danse à Santerre, OK. là, aujourd'hui, ben, elle s'occupe des personnes, des aînés. Elle s'occupait des jeunes et on dit que les personnes aînées. C'est le fun. C'est quand même, puis c'est quelqu'un d'actif. Fait que alors, c'est plaisant. Mais il se Alors, passe beaucoup de choses à Sainte-Terre, hein? ben, c'est un site, oui. Oui, c'est un site, oui. Et je voulais aussi dire que je n'ai pas pu me présenter là. Je croyais ne pas avoir reçu le email, OK. mais finalement, j'avais reçu le email, mais on est dans des changements, puis tout ça. Fait que donc, alors, j'ai été bête un peu de dire, hey, vous ne m'avez pas prévenu. Oh. Puis là, je m'en excuse. Ouais, tu fais tes excuses oui, publiquement, je fais mes là. excuses. alors. Et dernière nouvelle, ben, il y a eu un week-end difficile pour le Bécard. Oui, ben, ils ont eu 3 défaites. Hmm. Parce que là, les Bécards, il faut comprendre qu'ils sont basés à Santerre, mais ils représentent la BTB. Hein? OK. Alors, ça, c'est dans la GMHL. OK. Alors, quand même, il y a beaucoup de joueurs, il y a bien les anciens. Ben, pas les anciens, mais il y a des joueurs qui ont déjà joué pour les Comètes, qui sont pour le Bécard de Ah Santerre. oui, Et là, OK. il y avait l'équipe des Comètes qui était à Santerre OK. pour venir encourager les joueurs du Bécard. OK. Alors, c'est quelque chose, c'était vraiment intéressant. Là, j'ai trouvé ça plaisant. Là, tu sais qu'il y a des jeunes de la région. Il y a Ben beaucoup oui. de gens d'Amos en fin de semaine à Santerre. Alors, C'est quand même. génial. Mais les Bécards ont quand même subi 3 défaites, mais on s'entend. Ils sont de calibre. Bon, Ils sont de calibre. ils ont encore le temps Là, de se refaire. on travaille la discipline. Les entraîneurs vont travailler certaines petites notions de jeu, etc. Mais ils sont de calibre. Tu vois qu'ils sont capables. Tu sembles un professionnel là-dedans. Pas en Tu tout. pourrais aller coacher. Boy, j'ai déjà coaché, mais OK. au ballon-balai. Ah, oh, ben là, Hey, c'est loin. c'est peut-être pas la même affaire. Puis au baseball. Donc, Puis à la boxe. Attends, ça ton revient. jeune temps. Mon hein, jeune ton temps. jeune temps. Maintenant, donc, on a fait un survol rapide des nouvelles, mais on va faire un survol rapide aussi de nos émissions Ouais. qui se passent à Médiaté. Donc, tu en as une nouvelle là, qui sort cette semaine. Ben, les rencontres de la Rivière-Belle qu'on reprend on reprend comment est-ce qu'on Tu dit? reprends du service. Du service, c'est ça. Et notre premier invité, André Trudeau. André Trudeau, c'est un petit gars ça, de Santerre. Il est arrivé, lui, il est en 3e année. Écoute, il fait de la radio depuis très longtemps. Mais en tout cas, c'est intéressant. Mais c'est un passionné de sport. OK. Tu sais, c'est Ah, un ben petit gars, là, alors, tu vas aimer qui- ça. Oui, ben, qui fait une émission justement à radio à Santerre. OK. Et bon, on voulait promouvoir ça. On voulait faire connaître un peu ce petit gars-là. Ce petit gars-là qui est rendu à 58 ans, là, il a quasiment mon âge. Là. Alors, mais quand même, on voulait le faire connaître un peu, savoir, parce que les gens savent c'est qui s'occupe qui lui donne et les renseigne ses sports à Santerre, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas visuellement. Alors là, il y a un petit visuel sur c'est qui André Trudeau. Bon, ben génial. De mon côté, bien, cette semaine, à l'émission Impact Sur, eh bien, c'est la Renaissance. Donc, on parle de Renaissance avec l'accueil d'Amos. Alors, j'ai rencontré différentes personnes. Il y a des beaux témoignages des personnes qui y habitent, hein, parce que tu sais qu'on peut habiter à l'accueil d'Amos. Il y a des logements pour des personnes en état d'urgence. Il y a des logements sur une longue période aussi. Alors, on a parlé avec 2 personnes qui utilisent les services, entre autres. OK. Ensuite de ça, à destination, 3 petits points, on est allé visiter l'été dernier Barrault. Alors, Barrault, ben, on sait qu'il y a le festival du camion, la foire du camion, du camionneur. Merci beaucoup. Donc, on est allé parler avec le président, mais également, on a découvert toutes les activités de la ville et comment est-ce que la ville s'implique. Non pas juste la ville, mais les citoyens, comment ils s'impliquent justement pour créer des activités au travers. La seule chose qui est difficile à Barrault, c'est ça, ils ont beaucoup d'activités, c'est d'aller chercher à nouvelle. Ah. Ils ont de la misère. Ils sont habitués, eux autres. tu travailles plus fort. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Malgré que, quand même, moi, à Barrault, la chose de Berwyn, Oui. ça, c'est intéressant, ça. Écoute, j'ai jamais été.
Ah, les shows médiévales? Oui, j'aimerais ça. Hey, c'est quelque chose, ça. J'ai manqué le dernier, là. Je voulais aller voir ça, je voulais aller filmer, mais ça n'a pas donné. Bon. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument aller voir. Peut-être qu'on pourrait se transformer en médiéval ici, là. Ah, ben, les invités, oui, pourquoi pas? Dans notre ruelle. Et je termine avec l'émission La spiritualité pour les nuls, saison 3. Cette semaine, on parle de prendre soin de soi, parce qu'on est dans la quête du bonheur. Puis quand que tu cherches le bonheur, ben une des choses, c'est prendre soin de soi. Es-tu d'accord avec ça? Ben, certainement. Si on veut pour pouvoir... c'est dans toute logique. Si on veut pouvoir avoir des attentes envers l'externe, il faut d'abord... se soigner soi-même, comme on dit. Est-ce que toi, tu prends soin de toi? Dis-nous donc des trucs, comment est-ce que tu fais? On essaie. Je vous dirais que ça... C'est une constante... personnellement, c'est un constant défi dans une situation, dans mon cas, de défi de conciliation de travail, famille, entre un emploi du professionnel qui est quand même très prenant, puis des jeunes enfants à la maison. Fait que je dirais que c'est pas rare que le moi-même est peut-être passé en seconde ou en troisième priorité, mais là, plus les petites commencent à être plus autonomes, fait que ça nous permet d'essayer de reprendre soin de nous davantage. Mais, les saines habitudes de vie, je pense que ça c'est commun à tous qu'on est plus performant et mieux dans notre peau en soignant notre alimentation, notre activité physique, notre sommeil. C'est ça, exactement. Puis tu sais, quand on est comme toi, tu es directeur général de groupe Maheu Transport. Est-ce que c'est comme ça qu'on l'a? Oui, Groupe Autobus Maheu. Groupe Autobus Maheu. Donc, nécessairement, tu dois être au top de toi-même dans toutes tes décisions que tu dois prendre. Fait que, tu sais, ça part de la maison, mais bien souvent, quand on a des enfants, on va passer nos enfants avant nous. C'est ça. C'est un équilibre à trouver. Je pense que tout le monde, dans son travail, peu importe ses fonctions, ses activités professionnelles ou familiales, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça. Puis chacun, il va aussi en fonction de ses capacités, puis de ses intérêts, puis de ce dans quoi il se réalise aussi. Tu sais, on parle de prendre soin de soi-même, mais c'est les besoins dont j'ai énumérés tantôt, mais c'est aussi ça dans quoi on s'éclate ou on trouve nos passions aussi. Là. Effectivement. Aussi, c'est être patron, c'est ne pas l'être à la maison. Hein. Si on n'est pas à la maison, oublie ça quand tu as des femmes et des enfants. Une femme, excuse-moi. Quoi? Quand tu as une femme et des enfants, tu n'es plus le boss chez vous. Qu'est-ce que tu dis? Vous m'amenez sur un terrain glissant. Il ne répondrait pas à ça, là! Je vois déjà à la maison, il y a un paquet de femmes. Hey, lui! Justement, prendre soin de soi, prendre soin des autres, bien, on l'a dit, tu prends soin de tes enfants, mais tu prends soin également des enfants des autres. Parce que le transport scolaire, vous avez quand même une très grande flotte qui fait en sorte que vous déplacez beaucoup de monde, entre autres des enfants. Puis j'aimerais ça avant qu'on commence à parler du sujet du lancement du ruban Nathan, qu'on ait à regarder la vidéo ensemble que vous avez mis sur les réseaux sociaux et qui fait un tabac en ce moment. Alors, on va aller voir ça ensemble. Quand on met nos jaunes, il accélère. C'est une grosse autobus jaune, il y a des lumières qui flashent. Il me semble que le monde devrait comprendre qu'on a des élèves à bord. On ne sait pas pour quelle raison c'est régulier. Ça l'ignore complètement et ça passe comme si rien n'était. Normalement, les gens devraient s'arrêter, mais ils ne le font pas. Ou faire semblant d'arrêter, mais on va se rapprocher du véhicule, ce qui fait en sorte que l'enfant va souvent avoir de la difficulté à passer ou va avoir peur. Tous les automobilistes essaient de nous dépasser. Il y a une prise de conscience qui est à faire, c'est sûr. On utilise toujours les mêmes rues, toujours les mêmes routes, toujours les mêmes heures. Vous avez juste à partir soit d'avance quand vous savez que les autobus sont à telle heure ou partez plus tard, c'est pas compliqué. On prend la santé de ces enfants-là et leur sécurité à cœur. Chaque enfant est important et chaque geste inconscient peut enlever une vie. C'est ce qu'on a toujours comme crainte, comme chauffeur. On embarque des élèves, on veut les ramener chez eux et en pleine forme. On parle de nos enfants, de vos enfants. Ça peut être vos neveux,
vos nièces, les enfants de votre voisin. S'il vous plaît, pensez aux enfants. C'est assez. C'est assez. C'est assez. C'est assez. C'est assez. Ben, c'est le slogan un peu qu'on rencontre dans cette vidéo-là qui donne des frissons. Là. Tu sais, c'est beaucoup de gens qui ont des émotions au travers de ce qu'ils disent. Ça ne devait pas être facile de faire cette vidéo-là. Ben, c'est certain que c'était d'une part pas facile sur le plan émotif pour tout le monde qui a participé, vu la nature du sujet, dans le contexte dans lequel ça a été fait aussi, suite à l'accident du 27 août où Nathan Macamo a perdu la vie. Mais le but l'idée même de cette démarche-là, c'était pour nous de donner une voix aux chauffeurs, aux conductrices, aux conducteurs d'autobus scolaires directement sur la place publique parce que, suite à l'événement, il y a eu beaucoup de mobilisation. Peut-être, en fait, j'aurais peut-être commencé par remettre en contexte l'événement pour s'assurer que tout le monde a... c'est dans le cadre de la rentrée scolaire de cette année, le 27 août dernier, lors du débarquement des élèves le soir, le jeune homme de 13 ans, Nathan Macamo, du secteur d'Amos, direction de Villemontel, faisait son débarquement en traversant la rue pour rentrer à la maison. Il a été frappé par un automobiliste qui s'en venait, par une automobile qui s'en venait en sens inverse. Évidemment, là, dans le cadre de la campagne qu'on fait là et à ce moment-ci précis, on n'est pas là pour commenter ou analyser exactement comment ça s'est déroulé. Ouais, c'est Parce que les politiques de transport ont-elles été respectées? Est-ce que les standards et les politiques sont suffisants? Est-ce qu'ils doivent être mis en question? Le rapport du coroner n'a pas été sorti encore. Hein? Voilà, donc il y a une annonce de fait comme quoi il y a une enquête du bureau du coroner qui est faite là-dessus. Donc, en tout cas, pour notre part, puis la majorité des intervenants dans le milieu, on attend de voir les conclusions du rapport pour pouvoir... faire nos commentaires, puis nous faire avoir la vue d'ensemble de ce qui s'est réellement passé, puis de ce qui devrait être fait, ce qui pourrait être fait. Ceci dit, ce qu'on sait factuellement, c'est que ça demeure que les intermittents de l'autobus étaient activés. On était dans un endroit où, selon les standards, il n'y a pas de risque particulier. Sinon, celui qui est inhérent à une traversée de route au moment d'un débarquement. Et des informations que j'ai présentement et que nous avons présentement, l'automobiliste ne s'est pas arrêté et c'est ce qui a causé le décès de Nathan. Donc, sans pouvoir aller plus loin dans le post-mortem de l'événement, si on veut, puis dans le positionnement, ce qu'on sait, c'est qu'on peut... Ça faisait ressortir une situation où les règles de transport scolaire n'ont pas été respectées par les automobilistes, par un automobiliste. Ça, évidemment, le soir de l'événement, on était en gestion de crise, en support à notre employé principalement concerné, en support, collaboration avec le centre de services scolaires Aricana pour la gestion de l'événement, communication avec les parents de l'ensemble de l'autobus. Évidemment, toujours une préoccupation d'abord pour Nathan et ses proches, mais pour le conducteur, les enfants à bord du véhicule, etc. Nous, dans notre cas, ça a été aussi l'ensemble des conducteurs, des conductrices, principalement ici à notre division de Autobus Aricana, basée à Saint-Félix de Dalquier. Service mis à disposition de ressources d'aide au niveau psychosocial dès le soir même et rencontre d'équipe. Il y a des états de choc, autant pour le conducteur que les enfants à bord. Oui, puis c'est là que la genèse de la vidéo part parce qu'on a vraiment vu devant nos yeux puis ressenti qu'il
qu'un événement comme celui-là qu'on ne se souhaite pas vivre jamais, comme transporteur scolaire, notre mission, c'est d'amener ces enfants-là en sécurité matin et soir de la maison à l'école, de l'école à la maison, et ce soir-là, on a un élève qui n'est pas retourné chez lui. Mais c'est justement, c'est un de ça. J'ai déjà jasé avec un des transporteurs scolaires. Il dit c'est un stress constant. Quand tu t'arrêtes ton autobus, tu rouvres ton panneau, puis tu sais qu'il y a un jeune qui débarque, qui passe en avant de ton autobus, puis qui traverse la rue. Mais tu n'as aucun contrôle sur les véhicules qui viennent. Et puis, en plus, tu es le témoin principal s'il se passe quelque chose, là. Alors, c'est un stress que les chauffeurs d'autobus ont. Puis ça, en plus, quand il y a une affaire de même arrive. Là. Parce qu'on va se le dire, le transport scolaire demeure le moyen de transport, tout moyen confondu, le plus sécuritaire sur la route, avec le bilan le plus positif. Là, mais il demeure qu'à l'intérieur du véhicule, il n'y a pas d'endroit plus sécuritaire. Vous voulez vous retrouver dans un accident de la route, que c'est comme un véhicule blindé avec les arceaux, les barres de renforcement, le format du véhicule, comment il est conçu, la compartimentation des sièges pour absorber les chocs, etc. Mais il y a un grand danger, évidemment, pour les enfants, pour les écoliers, à l'extérieur du véhicule. C'est ça. Dès qu'ils sortent, c'est là qu'on n'a plus le contrôle de la situation. Puis là, ce qu'on constatait, c'est que tout le monde a son histoire, son passé proche, son passé, son événement, son rapport à un événement comme ça, comme conductrice d'autobus scolaire, ça vient brasser des affaires. Je comprends. Puis l'autre chose si je peux me permettre, qui est ressortie beaucoup, c'est que, puis évidemment, ça a capté beaucoup l'attention des gens, et beaucoup de gens ont été très touchés par cet événement-là. On l'a vu sur les médias sociaux. Plus que jamais, nous, on est en campagne de sensibilisation au moins 2 fois par année, puis on martèle nos messages à tous les jours. Le matin même de l'événement, moi, j'étais au studio de Radio-Canada en train de parler de sensibilisation au retour des autobus scolaires sur nos routes. Le soir, on se retrouve en gestion de crise. On est toujours là-dedans, mais jamais, ou en tout cas rarement, on a eu autant l'attention des gens portée sur la sécurité en transport scolaire. Puis en même temps, on entendait beaucoup le commentaire ou la réaction, on lisait des commentaires qui allaient dans le sens, ça n'a pas de bon sens en 2024, tout le monde connaît les règles de sécurité du transport scolaire, c'est un événement de même ne devrait pas arriver. Puis ça, c'est pas sans créer un peu de réaction ou de surprise chez les conductrices, conducteurs, parce qu'on est témoin à chaque jour de comportements d'usagers de la route qui mettent à risque la sécurité du transport scolaire. Des fois, c'est pas des grands risques, des fois, c'est plus frappant. Mais les gens se doutent, on réalisait que les gens de la population ne se doutent pas à quel point c'est quotidien. Là où on est chanceux puis que le bilan demeure bon, c'est qu'il y a tellement de mesures de protection puis de standardisation pour la sécurité que même s'il y a des comportements qui ne sont pas conformes, on a assez de protection pour éviter les genres d'événements qu'on a eus. Mais un événement comme celui qu'on a eu le 27 août, c'est un événement de trop, une mort, c'est une mort de trop. Et là, on voulait pouvoir faire porter la voix des conductrices et des conducteurs avec cette vidéo-là, qui servait aussi de lancement cette semaine, en fait la semaine dernière, au ruban Nathan, le ruban que je porte en ce moment. C'est une démarche qu'on fait, et la vidéo et le ruban Nathan, et on l'a appelé comme ça parce qu'on le fait de concert avec les parents de Nathan, Dominique et Tania, avec qui on a eu l'occasion, dans les circonstances, évidemment, de discuter. Puis on sentait qu'on avait cette vision commune-là, puis pour eux, qui était un sentiment qui demeure très présent aussi, de commémorer Nathan et autant que possible faire en sorte que, à tout le moins, cet événement serve au moins à en prévenir d'autres. Puis que... Nathan a déjà commencé à sauver des vies avec son don d'organes au moment de son décès. S'il peut continuer à le faire en portant l'enjeu de la sensibilisation sur le transport scolaire, c'est un peu l'initiative qu'on a lancée là. Et là, depuis notre idée, c'était de le lancer régionalement le plus rapidement possible. On est à 1 mois de l'événement. On vient de passer un mois suite à l'événement. On trouvait qu'il y a une question de momentum là-dedans. On voulait le lancer régionalement. Et là, ça fait des petits parce que le ruban est disponible dans chacun, pour la population, est disponible dans chacun des terminus d'autobus Maheu à Val-d'Or et Rouyn-Noranda, ainsi qu'à notre agence du motel Rêve d'Or à Amos. Mais
aussi et beaucoup est disponible en ligne par lot de 25. On incite les gens à en acheter puis à le partager avec leurs proches. On incite les commerçants à en faire l'achat puis à en mettre à en faire la distribution ou la vente au coût coûtant, parce que c'est ce qu'on fait nous aussi. Le ruban, il est vendu au prix coûtant. On ne voulait pas amasser de sommes, on ne voulait pas qu'il y ait de sommes de bénéfices générés par ça, puis on voulait garder ça le plus simple possible. Donc, le but, c'est vraiment de faire de la sensibilisation avec ça. Probablement qu'il y aura d'autres produits dérivés là, que le ruban classique qui vont s'en venir prochainement. Et là, ben, on a une belle réaction des gens. On attend nos prochaines commandes parce qu'on a demandé à nos producteurs d'augmenter la cadence parce qu'il y a une forte demande. Je dirais que la forte demande est ici en région, mais aussi partout en province. Bien, merci beaucoup. Alors, on invite justement la population à aller sur votre site Internet ou dans les différents endroits pour pouvoir se procurer le ruban Nathan. Merci beaucoup merci pour d'avoir justement nous donné toutes ces informations-là. Puis c'est une autre façon de sensibiliser à la cause. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller à la pause. Et tout de suite après la pause, bien, on a 2 autres invités qui vont rentrer avec des sujets qui vont nous amener peut-être des réflexions. À tout de suite. De retour de la pause, alors, comme je vous l'ai dit, 2 nouvelles invitées avec nous. Bianca Bédard, tu es directrice générale, toi, du CREAT. Est-ce qu'on dit ça comme ça? Du CREAT. Du CREAT. Il n'y a pas de OK. C'est environnement. Ah, la oui. CREAT, c'est la conférence régionale des élus, vous vous rappelez? Ah oui, OK. Bon, ben merci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Exactement. Marie-Ève, toi, tu es directrice générale Du CPE des petits élans. du CPE des petits élans d'Amos. Oui. Bon, excellent. Fait que donc, on va commencer avec toi, Bianca. Oui. Donc, bon, de un, il s'est passé une nouvelle. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que les territoires en Abitibi-Témiscamingue, là, sont pas mal creusés. Ils sont pas mal claimés. Ça veut pas Claimés, dire ça veut pas Ouais, dire là, creuser. on parle des claims miniers. OK. Là, c'était ça que OK. tu voulais nous en dire. Oui, exactement. OK. Parce OK. qu'ils sont occupés par beaucoup de titres miniers, hein, Oui, en c'est français, là, Oui. de titres miniers, peut-être dans des aires protégées, mais ils ne sont pas si protégés que ça. Ben, en Parle-nous fait, donc de ben ça. oui. On va Démystifie-nous tout démystifier ça. D'abord, c'est quoi un claim? Oui, un claim, c'est un titre minier. Ça permet de faire de l'exploration minière. OK. Ah, d'accord. Donc c'est ce qui régit un peu, là, puis c'est des superficies qui sont déjà définies. Et malheureusement, une des problématiques, c'est que c'est assez simple d'acheter un titre minier. Ah oui? Étonnamment, ça vous prend seulement une connexion Internet puis une carte de crédit. Hein? Oh! Puis, ça Ouais, fait partie- non, mais Oui, attends, là. mais ça fait partie du problème. Fait que dans le fond, quand vous achetez un titre minier, c'est que vous prévalez d'un certain droit de faire, après, l'exploration minière pour aller valider si la superficie que vous avez claimée contient des gisements qui pourraient être intéressants pour après aller en exploitation minière. Wow. Et ça, c'est dans les aires protégées? Non, c'est Non? ça. Non, exactement. Ce qui se passe, en fait, c'est que l'aire protégée, c'est une des seules façons de freiner Ah, d'accord. le développement des titres miniers. C'est pas possible d'aller creuser sous un aire protégé. Donc, il n'y a aucun titre minier sous une aire protégée. OK. La grosse problématique en ce moment, c'est que le ministère de l'Environnement ou le gouvernement du Québec s'est engagé à protéger 30 du territoire Ouais. québécois d'ici 2030. OK. C'est loin. Ben non, c'est demain. C'est demain, Ah. 2030. Mais 30 du territoire, c'est énorme. C'est Ouais. énorme. Et pour que les aires protégées fassent du sens, ben, c'est qu'il faut qu'on protège des milieux qui sont à proximité, idéalement, des milieux habités. Tu sais, on ne veut pas Mm. protéger tout le nord québécois parce que, bon, vous avez de la toundra, mais protéger 30 de toundra, c'est pas si représentatif de nos écosystèmes Non. au Québec. Mm. Fait qu'idéalement, on s'assure de protéger des milieux qui sont à proximité de milieux habités, des écosystèmes qui sont un peu aussi une fenêtre sur l'environnement qu'on devrait retrouver autour et qui contiennent des espèces autant floristiques, fauniques, qui sont représentatives des milieux. Mm. C'est l'intérêt des aires protégées. Les aires protégées sont mises sur territoire public. Donc là, pensez territoire du Québec, et là, on en rajoute une couche de complexité, territoire public seulement. Donc, toutes les terres privées
Les lots municipaux n'en font pas partie. Fait que là, ce qu'on appelle les terres de la couronne, là, du domaine de l'État, c'est ce qui est possible. Puis après ça, l'autre filtre, c'est des terres qui n'ont pas de titre minier. Et c'est là que là, ça cause un problème. C'est que justement, la Société pour l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue qui a sorti des chiffres récemment qui ont démontré qu'entre 2005 et 2024, en 2005, le territoire de la région a été claimé à 12 %. Et là, ben, ça a explosé là, les dernières données. On était à 33 %. Oui. Donc, on peut penser que le tiers de la région est maintenant claimé. Bien, ça, c'est énorme. Et malheureusement, une autre mauvaise nouvelle, c'est que 51 % des endroits où on retrouve des escarres et des moraines le sont. OK. Là, on parle de l'eau potable. Oui, on a une autre problématique. Là, là on exclut, dans le calcul, on exclut les baux d'exploitation de sablières et gravières parce que ça peut sembler un peu anodin, mais en fait, ils sont régis par le même ministère que ceux qui s'occupent des titres miniers. Tout ce qui est les carrières et les sablières. Donc, le 50 % exclut ces baux d'activité. Donc, c'est quand même assez important. Fait que là, si je fais un calcul rapide, ce qui est un peu dommage, c'est que là, présentement, on est en retard là, pour le développement d'aires protégées. Au Québec, on est environ à 17 % du territoire qui est aire protégée. Donc, c'est quand même 13 % qu'il faut aller chercher encore. Idéalement, on espère que les régions soient aussi proches du 30 % du territoire d'aire protégée, tu sais, comme pour se rapprocher un peu de la cible québécoise. En Abitibi-Témiscamingue, on était à peine 9 % du territoire. Fait qu'il y a des lacunes. Puis malheureusement, la MRC d'Abitibi, c'est celle qui en compte le moins avec seulement 3 % du territoire qui est en aire protégée. Malheureusement, à l'inverse, c'est aussi la MRC qui a le plus d'escarres et de moraines aquifères. Fait que là, il y a un petit rattrapage à faire ici. Mais là, vous avez justement les titres miniers qui viennent un peu bloquer. Puis ce qui est vraiment dommage dans toute l'équation, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, c'est assez facile d'aller chercher un titre minier. Puis dès qu'il y a un titre minier, bien, ça vient bloquer une superficie de possible qui pourrait être mis en aire protégée. C'est dommage parce que c'est comme si on faisait le pari, dans le fond, que finalement, la loi sur les mines est plus importante que la loi sur la conservation du patrimoine naturel. C'est Puis ça. Malheureusement, c'est ce qu'on a reproché. Dans les dernières semaines, il y a une commission parlementaire sur le projet de loi absolument. 63. Qu'on pourra regarder la vidéo tout de suite après. Là. OK, parfait. Puis, ben, c'est ce qu'on reprochait, c'est qu'au final, c'est comme si, pour faire l'exercice du dernier 13 % qui reste à aller chercher d'aire protégée, on prend seulement ce qui reste. Mais c'est pas nécessairement ce qui reste qui est le plus intéressant tant en valeur écologique qu'en superficie aussi. Fait la présence de titres miniers ne devrait pas être un frein au développement des aires protégées. Oui. Bien, écoute, merci beaucoup. Des informations, c'est très intéressant. Puis je pense qu'il faut être éclairé par rapport à ça. C'est vraiment important. Puis on va aller voir justement ce qui s'est dit à la commission parlementaire là-dessus à l'instant. C'est-à-dire, on a eu plusieurs discussions avec votre cabinet sur le pouvoir de retirer des claims miniers. Sur le terrain, l'enjeu, c'est que le ministère de l'Environnement renvoie la balle au ministère des Ressources naturelles. Alors, nous, notre objectif, c'est vraiment de trouver une solution concrète qui permet de débloquer les dizaines de projets d'aires protégées qui, en ce moment, sont bloqués par la présence de claims miniers. Et pour ce qui est de retirer un droit, bien, dans certains territoires qui sont identifiés comme étant nécessaires à l'ambition de protéger 30 %, bien oui, effectivement, nous, on est assez clair là-dessus. Le ministère devrait avoir le pouvoir de retirer ce droit-là qui a été octroyé avec une indemnité qui serait prévue dans la loi, comme l'Assemblée nationale a la souveraineté de le faire, assurément, et comme il a été fait pour les hydrocarbures. Dans ce cas-ci, on ne demande pas de mettre fin aux activités d'hydrocarbures, mais dans certains territoires où c'est clair qu'il ne peut pas y avoir d'activité minière, bien, ne laissons pas les claims miniers rester pendant des années, bloquer les autres utilisations du territoire. Soyons proactifs et retirons ces claims-là. Bien, écoute, merci beaucoup, Bianca. Ça fut très intéressant. Maintenant, on va aller passer à un autre sujet aussi intéressant, mais complètement différent. Il y avait un besoin à Amos. Il y a encore un besoin. Il y a encore, hein? Il y a encore un besoin, hein? Alors, je te représente Marie-Ève. Marie-Ève, rappelle-moi ton nom de famille. Marie-Ève Gagnon-Nollet. Oui, c'est ça. Toi, tu es directrice générale et à la CPE des petits élans. Des petits élans. Oui. Des petits élans. Des orignaux. Des orignaux? Ah, bon, c'est ça. Un élan pour grandir. Oui, exact. Oh, oui, c'est bien pensé. Donc là,
il y a un service de garde qui s'est fait là, dernièrement au CLSC d'Amos. Oui, dans le fond, c'est un projet pilote en communauté qu'on appelle. Là. OK. Depuis 2021, le ministère a assoupli, dans le fond, permis ces projets pilotes-là. C'est vraiment, tu sais, nous, on a le volet bureau coordonnateur pour toute la MRC au CPE d'Étienne. Fait que tous les milieux familiaux accrédités, dans le fond, sont avec notre bureau coordonnateur. Puis là, le ministère a ouvert la porte à faire des milieux familiaux qui ne sont pas dans des résidences. Parce que normalement, ça n'a pas le choix d'être dans une résidence habitée. Là, ça a ouvert la porte justement à des locaux plus commerciaux ou quelqu'un qui voudrait louer un appartement, par exemple, pour y faire un milieu familial ou acheter une maison vraiment pour y faire un milieu de garde. Là. Fait qu'au CLSC d'Amos, ça fonctionne avec des partenaires. Fait qu'eux, ils ont levé la main. On aimerait ça démarrer un projet. On a un local de disponible. Fait qu'on fait les démarches avec eux. Puis là, on a 2 responsables. Dans le fond, ça a ouvert au mois de juin avec une responsable, donc 6 enfants. Puis depuis le mois d'août, là, les 12 enfants sont Fait que vous avez intégrés. réussi, tu sais, avec la pénurie de main-d'œuvre, vous avez réussi à aller chercher des responsables. Oui, ça va quand même. Oui. Ils sont rares et précieux. Surtout des femmes, je vais parler au féminin. Mais oui, dans le fond, il y a quand même des personnes qui seraient intéressées à faire ça, mais qui ne veulent pas nécessairement travailler chez elles. Là, ça ouvre la porte peut-être à... Justement, j'ai pas envie de travailler chez moi, j'adore les enfants, je pense que c'est quelque chose, j'ai l'étincelle pour ça. Il y en a qui peuvent pas simplement le faire chez eux, là, l'appartement ou le conjointe, là, que ça fonctionnerait pas. Fait que ça ouvre quand même la porte à ça. Mais c'est sûr que le recrutement, c'est toujours un enjeu important, mais oui. On a d'autres projets qui sont en branle tranquillement, là, que les locaux sont à être préparés, etc. Fait que c'est sûr qu'on va essayer de faire des démarches aussi de recrutement de responsables. Fait que donc, c'est le premier, mais pas le dernier. Non, sur notre, dans notre MRC, c'est le premier. Il y en a d'autres qui ont été approuvés par le ministère, mais qui ne sont pas ouverts encore. Fait qu'on est en... Parce que quand on parle de pénurie d'intervenantes en petite enfance, est-ce que c'est énorme? Est-ce que c'est beaucoup? On parle de pénurie de garderie, pénurie de... c'est-tu des intervenantes qu'on appelle? Éducatrices. Oui, éducatrices. Oui. Alors, c'est aussi une norme qu'on nous le dit? Bien, en fait, oui. C'est vraiment difficile... Autant en CPE installation que les responsables de garde en milieu familial, là, on est à peu près à 50 % de nos places disponibles au permis que le ministère nous accorde, qui sont ouvertes. Fait que, pour des projets en communauté, on en a des places. C'est pas limité, mais c'est ça. Fait que, puis on a beaucoup que ça fait plusieurs années qu'ils font ça, que la retraite approche. Fait que souvent, on réussit à en ouvrir, on en a ouvert 4, on en a fermé 5. Fait qu'on joue vraiment autour de 50 % de ce qu'on pourrait. Sur la liste d'attente, en ce moment, il y a environ 400 noms d'enfants. Il y en a qui ont déjà des milieux, mais qui restent sur la liste d'attente, par exemple, pour une place en CPE. Fait que c'est difficile de savoir le nombre vraiment qui n'ont aucune place, mais quand même, ça reste un enjeu, c'est sûr, pour pouvoir retourner sur le marché du travail là, pour les parents de c'est sûr, jeunes souvent les femmes. Souvent. Ah, oui. Oui, souvent. Je parle par expérience. Disons que nous autres, puis les couches, ça marche pas tant. Mais il y en a, mais souvent, en tant que famille, c'est le plus gros salaire. Le plus gros salaire va continuer à travailler, puis l'autre personne va rester à la maison, mais c'est pas parce qu'on veut devenir parent qu'on veut devenir mère au foyer. Puis ce qui est intéressant, c'est que de votre service, là, c'est pour les personnes qui sont des employés et des médecins, je pense. Oui, en fait, chaque projet pilote, là, c'est vraiment le partenaire qui va décider un petit peu. Là, dans le fond, les responsables de garde en milieu familial, c'est des travailleuses autonomes. Fait qu'elles gardent leur statut, ne sont pas payées par le partenaire. Ils sont vraiment avec nous. Tout le fonctionnement par rapport aux enfants, etc., là, ça reste le même fonctionnement que si elle était chez elle, mais elle a un bail avec le partenaire. Fait que c'est le partenaire qui va venir justement dire, bon, ben nous, voici les noms, la liste d'attente prioritaire. Advenant qu'il n'y aurait plus de noms sur cette liste-là. Bon, aussi, ça, c'est peu probable, mais dans une entreprise, par exemple, ça se pourrait. On a 12 places, j'ai besoin de 8 places, bien, les 4 autres places, après, ils peuvent être ouvertes à la communauté également. Fait que ça peut créer des places, pas juste pour les employés. Mais c'est sûr que pour les grosses entreprises qui ont beaucoup d'employés... En tout cas, je connais un médecin, une famille où c'est un médecin, ils sont très heureux. De leur place. Oui, ils sont très heureux parce que le papa restait à la maison depuis 2 ans. Et il s'empêchait d'aller travailler. Puis sa femme, elle était médecin. Alors, ils sont très heureux. Il est retourné au travail il y a 2 semaines. Alors, bravo, félicitations pour ce beau projet-là. Puis on en veut encore. Oui, mais puis c'est un engagement de la communauté. Tu sais, la MRC participe beaucoup. Il y a vraiment un... C'est ça. C'est pas tout seul là, qu'on fait ça, mais nous, on travaille avec le partenaire, on fait le recrutement. Fait que
Ben, merci beaucoup, Marie-Ève. Merci. Alors, nous, on s'en va à la pause. On s'en va rencontrer nos 2 derniers invités avec d'autres sujets. On reste dans le vif du sujet et nous avons avec nous Rosemary Paradis qui va nous parler aussi dans la continuité du projet Nathan, le transport scolaire et sa sécurité. Bonjour, Rosemary. Bonjour. Mais avec toi, juste à côté, on a également Nancy Gravel qui va nous parler d'un autre sujet. Oui, le jumelage interculturel. Exact. Alors, on va commencer avec toi, Rosemary. Là, j'aimerais ça que tu me parles. Toi, tu es la tante du défunt Nathan. Oui. Donc, là, tu as lancé une pétition qui n'est pas encore déposée au Parlement. Là, Oui, c'est ça. Dans le fond, on va l'avoir en signature très bientôt. Elle est parrainée par Suzanne Blais. Donc, là, en ce moment, c'était dans les mains de... en fait, ils l'ont envoyé là, comme au système pour les pétitions pour que ça soit signé en ligne. Parce qu'en fait, l'avantage de le faire sur le site de l'Assemblée versus un site web tiers, c'est qu'ils ont rempli certains critères, entre autres le nombre de signatures. Et ils n'ont pas le choix, au moins, de la regarder pour l'évaluer en chambre. Fait que c'est beaucoup plus lourd comme pétition que d'avoir une pétition d'Internet. Là, Puis là, c'est ça. On va donc l'avoir sous peu. Ils m'ont dit à peu près 2 semaines, ça fait à peu près ça. Donc là, je devrais avoir la date sous peu. Donc, la page Facebook Projet Nathan Sécurité routière, on va donner la nouvelle aussitôt qu'elle va être sortie là, pour la signature. OK. Là, on parle de quoi, là? C'est quoi la pétition? C'est quoi l'objectif en soi? L'objectif, ça va être de réévaluer au niveau provincial la sécurité routière. Parce que là, présentement, c'est vraiment mis dans les mains des commissions scolaires. Chaque commission scolaire a le droit de faire ses propres règles et les transporteurs scolaires doivent, eux autres, faire le contrat qu'ils se font donner. Donc, eux, ils ne pourraient pas décider unilatéralement de débarquer les enfants du bon côté de la route parce que la commission scolaire leur donne un trajet et ils doivent le faire. Donc, c'est comme le ministère de l'Éducation en partie, puis aussi le ministère des Transports pour certaines mesures qui devraient se mettre en équipe là, pour qu'il y ait de la sécurité. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement soit forcé d'évaluer comme la sécurité autour des autobus, mais aussi même, il y a des mesures qui s'appliqueraient en milieu urbain aussi, là. Donc, nous autres, c'est vraiment là, de refaire une évaluation de ça, puis pas de laisser ça entre les mains de chaque commission scolaire. OK. T'avais-tu quelque chose à rajouter? J'avais comme l'impression que... moi, pour mon dire, je sais pas. Je suis entièrement d'accord. Je me dis même encore, s'ils pourraient faire des barrières après les autobus qui descendent, là, ça ne me dérangerait pas pantoute. Mais ça inclut-tu aussi la pénalité au niveau des chauffeurs qui sont qui font fautif? Nous, c'est sûr qu'une des mesures qu'on demande dans la pétition, ça serait d'évaluer d'avoir des caméras dans les autobus pour que, tu sais, un peu comme sur l'autoroute, quand vous êtes attaché à vous êtes attrapé à telle vitesse, après ça, il y a une autre caméra qui prend votre plaque. On voudrait la même chose sur les autobus. À chaque fois que quelqu'un passe sur un stop d'autobus, que la caméra prenne le chauffeur là, en premier lieu dans l'auto, mais après ça aussi que ça soit relié à sa plaque par l'arrière pour donner des amendes. C'est pas bête. Parce que j'ai vu, rien que cette semaine sur Facebook, à Santerre, il y en a une qui s'est fâchée et qui a dit « Hey, gars, il y a un véhicule, il est encore passé sans regarder. » Les chauffeurs des autobus nous l'ont dit, là, parce qu'il y en a qui sont venus aussi aux funérailles. À tous les jours, il y a plusieurs personnes qui passent sur les feux. Souvent, c'est qu'ils se disent « On va avoir le temps avant que l'enfant il sorte. » Puis non, il y a déjà les enfants, c'est des enfants, ça court, on n'a jamais le temps de passer. Là. Puis les autobus nous disent en masse d'avance. Il vaut mieux comme qu'on perde un petit 2 minutes sur la route que de perdre la vie d'un enfant. C'est ça qu'on doit se dire. Là. C'est surtout si vous avez une file de chars qui attend en avant, vérifiez vraiment qu'est-ce qui se passe en avant. Là. Il y a des grosses chances que ce soit un autobus qui est en avant. C'est ça. Puis, je sais pas, mais il me semble que le véhicule est tellement gros. Il est jaune. Il y a des lumières. Les lumières sont là. Tout est là. Le monde est stressé. Moi, je vais te donner un avis personnel, parce que j'ai eu une période, à un moment donné, où je travaillais, et puis à chaque fois là, que je m'en allais travailler, là, j'étais bloqué. Au début, là, je venais l'autobus qui arrête à tout bout de champ avant de moi, puis à un moment donné, il se tasse, puis il laisse passer le trafic. Là. Mais, écoute, j'arrive à la job, je suis en retard. Mais là, ma boss a dit, on va arranger ça. Fait que c'est comme organisé, je commençais une demi-heure plus tard. Moi, j'ai dire, gars, c'est pas grave, là, calme-toi. Puis ça, je l'ai compris là. Je me dis, gars, c'est un autobus, c'est pas grave. Pourquoi je suis pressé?
Tu sais, C'est vrai. c'est vrai. Même, tu sais, vous parlez de travail, mais justement, tu sais, on s'est questionné après le COVID sur le retour au bureau de beaucoup de personnes. Moi, je suis vraiment chanceuse parce que même mon employeur est à Montréal puis j'habite ici. Là, tu sais, il y a tellement de métiers qui peuvent se faire à la maison plutôt qu'aller sur la route. Déjà, on va être moins stressé, il va y avoir moins d'accidents. Puis justement, les autobus scolaires vont avoir tout l'espace qu'ils ont besoin pour faire ce qu'ils ont à faire parce que l'école, on n'a pas le choix. Bien, on devrait, tu sais, n'importe quel employeur qui peut emmener ses employés à travailler à la maison, devriez vous questionner sur pas juste l'impact que ça va avoir sur votre... sur l'emploi directement, mais aussi sur la sécurité de tout le monde. Puis même, tu sais, moi je travaille à la maison, je prends mon petit café, puis je m'en vais travailler. Je suis pas stressée d'avoir passé proche de me faire frapper par quelqu'un, de me faire couper puis tout le kit, parce que tu travailles à Montréal, c'est pas drôle. Mais ici, c'est quand même moins pire. Mais on a toujours le stress. Je me suis pas stressée avec une tempête de neige non plus. Je travaille posé. Mon temps est comme 2 fois plus efficace juste parce que j'ai pas ce stress-là. Puis en même temps, ben, tu sais, c'est ça, des fois, à minuit et demi, j'ai un éclair de génie, je m'en vais travailler. Là. Fait que j'ai même pas juste du temps comme, mais mauditement, qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai pas d'idée, tu sais. Ça, je comprends, mais il y en a des gens qui peuvent pas se le permettre. Non, mais il y en aura toujours, mais on va en avoir le moins possible, par contre. Nancy, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bien, en fait, je trouve ça bien que votre employeur soit un peu conciliant avec ça, mais tu sais, mettons, moi aussi, ça m'arrivait d'être un peu choquée à cause des autobus. J'ai juste parti 10 minutes plus tôt, là. Je fais juste partir 10 minutes plus tôt. Puis maintenant, j'ai plus de soucis. Fait que je vous suggère ça, si ceux qui peuvent pas... C'est aussi niaiseux que ça, c'est de changer ton heure. C'est ça. C'est d'être conscient. C'est d'être conscient de la situation. Puis si je suis stressée parce que je pars pas à l'heure, ben c'est moi qui me donne ce stress-là. Ça, c'est une des choses. Parce que c'est ça, moi, c'est la chose qui m'a frappé, c'est dit, hey, là, j'attendais en arrière des autobus scolaires. Que le patron, mon supérieur, dit, c'est pas grave. Là, c'est ça, c'est pas grave. C'est une cause raisonnable. Donc, chaque personne dit, hey, moi, je vais être en retard à la job, moi, je vais être en retard à la job. Non, non, dis-le à ton boss que c'était les autobus scolaires, il va dire, c'est correct. Oui, puis surtout, il va peut-être donner au moins un temps d'adaptation. Au mois de septembre, c'est des nouvelles routes pour tout le monde. Fait que peut-être que je me suis mal préparée d'un 5-10 minutes pour mon horaire. Ben, l'employeur pourrait être plus conciliant, justement, quand c'est la nouvelle horaire de tout le monde, là, finalement. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Alors, on va suivre ta page. Est-ce que tu peux répéter la page? C'est la page Projet Nathan Sécurité routière. On a aussi le groupe là, qui est une espèce de brainstorming si vous voulez nous proposer des choses. OK. Donc, sur Facebook. Oui, c'est ça. Bon, ben merci beaucoup. Maintenant, on va passer à Nancy Gravel, qui attend un petit peu. Toi, tu es agente d'accueil et d'enracinement au EMRA. Exactement. Mais également responsable du jumelage interculturel. Oui, c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et oui, et là, écoute, le maire d'Amos nous a approchés lors d'une entrevue, puis il dit, bon, ben OK, là, il se passe une détresse au EMRAR. Il manque des accompagnateurs pour les personnes qui arrivent. Ils sont nouvellement ici, mais ils n'ont pas personne pour les aider. Parle-nous donc de ça. Bien, d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi le jumelage interculturel. Premièrement, dans le fond, c'est un programme qui vise à l'intégration des nouveaux arrivants. Évidemment, nous, on les aide à s'intégrer, mais on a besoin aussi d'un coup de pouce. Ce programme-là, en fait, vise à jumeler une personne de la société d'accueil, donc une personne d'Amos et les environs, à une personne nouvellement arrivée. Pour que la personne puisse mieux s'intégrer, élargir son cercle social, découvrir un peu aussi les attraits de sa nouvelle ville. Ouais. C'est important pour la rétention. Ben oui, parce que souvent, on arrive ici, là, tu sais. Moi, on ne visite rien. On arrive, on se trouve un logement, puis on s'en va travailler. C'est ça. Ben, puis là, on voit rien, encore, là. Mettons, moi, je déménage d'une ville à une autre, je suis un petit peu dépaysé. Mais j'imagine quelqu'un qui déménage d'un pays à un autre, les bottes d'hiver, puis tout ça, qui n'est pas habitué à ça. Quelqu'un qui n'a jamais vu la neige peut vivre un choc culturel assez facilement à cause de la température. Puis là, c'est de plus en plus, là, je trouve qu'il arrive, comme, je dirais pas de façon sauvage, mais ça arrive de plus en plus sans préparation. C'est-tu possible, ça? Bien, sans préparation. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'on lui dit, tu t'en vas d'une place à une autre, mais tu sors de ton pays. Moi, ce que je veux dire, à te donner un exemple. On a des Philippins qui sont arrivés, nous autres, à Santerre par une compagnie forestière, mais la compagnie forestière les a accompagnés.
C'est-à-dire qu'écoute, il y avait quelqu'un pour les accompagner pour les bottes d'hiver, le taux de change au niveau de l'argent, puis tout ça. Wow. Donc, il était bien suivi. C'est bien. Mais il y en a d'autres qui arrivent, puis écoute, tu arrives, tu trouves un loyer, ton argent, t'es c'était seul à même toi-même, tu veux ben, dire. ton argent, c'était même pas de l'argent canadien. Tu es rendu avec de l'argent canadien. Il faut que tu apprennes. Hey, tu apprends tout. Là. Puis l'hiver, il y en a beaucoup qui ont des hivers à moins 30, ils ne connaissent pas ça. Oui. Mais même, même si des fois, si la température est la même, ça, moi, j'arrive de Montréal, puis l'humidité n'est pas la même du tout. Fait qu'ici, on n'a pas le même froid qu'on a là-bas. Là-bas, il faut s'habiller comme un oignon en pleine couche. Fait que si tu arrives même préparé juste de Montréal, tu n'es pas préparé pour la moche du tout. C'est ce que tu dis. On te prépare pour Montréal, mais on te prépare pour l'Abitibi, c'est un autre affaire. Mais tu sais, outre la température, pensez-y juste 2 secondes. Admettons que vous changez complètement de pays, que vous devez laisser vos enfants derrière et votre femme, et que vous passez 2-3 ans sans eux. Là. Imaginez ça aussi, c'est important. Ce que j'aime dans le jumelage, c'est vraiment de créer des liens avec d'autres personnes pour pouvoir justement pas juste mettre au boulot dodo, là, sortir un peu, rencontrer des gens. Fait que dans le fond, nous, on a besoin d'accompagnateurs. Puis pour être un bon accompagnateur, tout ce qui suffit, c'est vraiment de désirer transmettre ses connaissances, de vouloir soutenir quelqu'un, l'aider, et aussi quelqu'un qui est bien ancré dans la communauté locale. En fait, ça pourrait être très bien. Mais vous autres, le MRAR, c'est quoi que vous avez comme mandat? Là? De trouver des accompagnateurs, tout simplement? Ou non, nous, dans le fond, notre mandat dans le jumelage interculturel, c'est vraiment de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. C'est vraiment de trouver un accompagnateur avec un nouvel arrivant, de les jumeler ensemble, les inviter à faire des activités pendant environ 6 mois. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent se rencontrer parce que ça va tellement vite. 6 mois, là, en fait, on se voit pas souvent dans 6 mois, là, le travail et tout. Fait que c'est vraiment le but de faire quelques petites activités par-ci, par-là. Le MRAR en organise à chaque mois pour les nouveaux arrivants et la communauté. Fait que si jamais vous voulez justement participer à une de nos activités pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer, je vous invite vraiment à venir. Puis justement, là, dans le contexte du jumelage, on cherche des accompagnateurs vraiment en grand nombre. Là, présentement, j'ai environ une quinzaine de personnes nouvellement arrivées depuis 2 mois qui attendent d'être jumelées. J'ai donné mon nom, là. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question, en fait. À quel point la langue est un défi dans votre cas? Parce que, tu sais, ici, on est presque juste francophone. Puis, tu sais, même l'anglais, des fois, le monde a de la misère. Mais, en plus, j'imagine que vous avez d'autres langues complètement différentes. Puis, y a-t-il beaucoup de gens qui parlent juste leur autre langue? Oui, il y en a, mais très peu. Je vais vous avouer, en fait... on a aussi les cours de francisation qui sont donnés, donc ça l'aide énormément. Mais sensiblement, moi, en ce moment, ma réalité, c'est surtout des gens qui viennent de l'Afrique, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun surtout. C'est souvent ça que je vois en ce moment, mais évidemment, il y en a comme les Philippines, qui parlent seulement leur langue. Mais dans le jumelage, en ce moment, j'en ai pas qui parlent pas français. Mais c'est sûr que même s'ils parlent français, ils ont quand même un dialecte différent. Mais la compréhensibilité est quand même bien. C'est plus facile de jumeler au moins. Mais tu sais, c'est pas juste ça au niveau de la nourriture. Tu sais, t'es un Africain d'un pays X, t'arrives ici... La poutine. La poutine nationale, ils connaissent pas ça. Mais juste au niveau de la viande. Tu sais, la viande peut être un enjeu pour eux parce qu'en Abitibi, ils sont pas habitués d'acheter des pâtes de bœuf. Honnêtement, je pense tous que ces trucs-là, quand même... là. Parce que c'est ça, j'arrive aussi dans le milieu interculturel. Je faisais mon épicerie dans des épiceries interculturelles, justement, parce qu'il y avait plus de choix comme ça. C'est qu'il n'y en a pas à Amos encore. Ce qui manque ici beaucoup, tu sais, c'est niaiseux, mais des fois, j'ai de la misère à me trouver des trucs épicés là, pour certaines recettes. Là. Moi, je mangeais beaucoup de bouffe haïtienne, puis de trouver des petits piments forts, soit que c'est comme en vraiment grosse quantité, puis ça fait comme pas de sens, parce que ça va se gaspiller. Puis c'est comme une fois par mois, il y en a, il faut que tu sois là la bonne journée. Là, moi, je pense que c'est plus à ce niveau-là que des oui, mais ça s'en vient de plus en plus bien. En fait, il y a Val-d'Or puis Rouen, si je ne me trompe pas, avec leur épicerie interculturelle. Mais là, il y a Écolovrac qui est ouvert à Amos, qui est devenu africain, africanisé. Alors, ils vont amener plusieurs nouveautés pour pouvoir aider différentes cultures là, à ce niveau-là. Mais tu sais, si on parle de l'Europe, l'Afrique et tout ça, l'électricité est complètement différente aussi. Tout est différent. Les transports. Fait que j'imagine, le transport, oui. Tout. J'imagine que vous avez besoin d'accompagnateurs aussi, tu sais, que tu les amènes dans un logis,
puis que là, tu as un frigidaire, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Il y en a peut-être qui connaissent pas ça, un frigidaire ou un poêle conventionnel avec l'électricité 220, le 110, etc. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais dans le cadre du jumelage, on ne met pas cette pression-là à l'accompagnateur. Okay. En fait, la seule chose qu'on lui demande, c'est vraiment d'être bienveillant puis de partager ses connaissances. En fait, tu sais, hey, savais-tu ça qu'on a 4 saisons ici, tu sais? Okay. Savais-tu ça qu'on change d'heure aussi, tu sais? Juste ces choses-là, du mieux que les personnes peuvent. Qu'il y a des autobus scolaires. Oui, qu'il y a des autobus scolaires. Mais, ben oui. Eux autres, là, ils voient ça ouvert, puis c'est quoi ça? Oui, parce que même, je me pose la question, tu sais, quelqu'un qui arrive de la France, je pense que son permis est comme automatiquement transféré. Il y a comme le permis de conduire en France, il y a le permis de conduire ici. Je pense pas qu'ils ont besoin de repasser un gros test de... OK, peut-être, mais... je veux pas m'avancer sur ce sujet-là, mais il me semble qu'ils l'ont pour un certain nombre de temps. Ensuite, ils doivent refaire ici le cours pour vraiment s'adapter aux bonnes... C'est ça, c'est peut-être pas les mêmes... Mais je veux pas m'avancer là-dessus, je suis pas certaine. Là. Fait que là, Nancy, de quelle façon qu'on peut devenir accompagnateur? Bonne question. Bien, dans le fond, c'est très simple. Vous pouvez me rejoindre de plusieurs façons. Que ça soit avec le Facebook du MRAR, que ça soit en personne, de venir nous voir au MRAR, ça soit aussi par courriel. Mon adresse courriel, nancy.gravel@commercial-mrar.qc.ca. Mais le plus facile, ça serait vraiment aussi de me rejoindre par téléphone, 819-732-8739. Dans le fond, on va pouvoir se parler. Puis aussi, savoir si le jumelage est vraiment bien fait pour vous. Des fois, les gens ont une bonne intention, ils veulent s'inscrire, mais finalement, se rendent compte qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement le temps à mettre ou peut-être que finalement, ils se rendent compte qu'ils sont peut-être pas à l'aise avec une autre culture. Fait que c'est bien qu'on ait ces discussions-là entre nous, puis vraiment regarder si... Mais généralement, tout le monde est vraiment tellement bienveillant que ça se passe toujours bien. Fait qu'il y a un bel ajustement là, qui se fait au début. Oui. Hey, merci beaucoup, Nancy. Là, nous, on s'en va à ta chronique d'insolites, mesdames. Ah oui, OK. Christian nous apporte toujours ses chroniques insolites. Puis, vous avez le droit de commenter. Là. Lait, chocolat, petit sac de patates. OK, c'est bon, c'est les petits. C'est parce qu'il y a du feu là-dedans, ça va faire bien de la boucane. Nos effets spéciaux. Hey, je voulais vous parler, ça se passe en Norvège les dernières semaines du mois de septembre. Il y a un gros oiseau, un aigle, qui se met à attaquer des humains. Oh! C'est pas des farces. Je sais pas si tu as déjà vu la vidéo d'un aigle qui attrapait un enfant. Oui. C'était fake news, c'était pas vrai. Ça a failli arriver pour de vrai. Oui? En Norvège. Alors, ça, c'est dans la dernière semaine du mois de septembre. Il a attaqué 4 personnes. Et puis là, écoute, la mère d'un enfant là, de 20 mois, elle s'est battue avec l'oiseau. Là. Puis écoute, l'aigle, là, c'est assez gros quand même, capable de ramasser un mouton. Là. Fait que ça donne une idée. Mais juste avoir celui qui est au refuge Pajot, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que ça puisse ramasser un petit enfant de 2 ans et moins. Là. C'est ça. 20 mois. Il y avait 20 mois, l'enfant. Alors, il y avait une femme qui, l'aigle, a posé ses 2 pattes dessus. Elle s'est sentie écrasée. Puis, il y a beaucoup de blessures. L'enfant, comme... c'est assez profond. Mais c'est quoi, l'enfant, il marchait, il rampait au sol, il marchait? Il jouait dans sa cour, comme un enfant normal. Sa cour, en plus? Oui. Puis là, c'est ça. Puis là, ils ne comprennent pas. Ils ont réussi à un monsieur qui a réussi, quand il a sauté sur sa femme, il l'a tué à coups de bâton. Puis ils ont fait une autopsie. Puis non, ils disent qu'il y a de quoi de déranger dans la tête parce que au niveau, il n'y a pas de rage. C'est comme pas normal, là. Puis là, regarde, au Québec, on a eu il n'y a pas longtemps, à un moment donné, c'était un monsieur qui s'était fait attaquer par un hibou. Puis une madame qui s'est fait attaquer par un hibou aussi, là, dans l'intérieur d'un an. Puis dans la Norvège, la semaine dernière, 4 personnes s'est fait attaquer par... Est-ce que c'était le même? C'est ça qu'ils ne savent pas. OK. C'est ça qu'ils ne savent pas parce que selon une attaque, le témoin dit que ça serait plus gros. Un qui était plus gros, donc c'était une femelle, probablement. Celui qu'ils ont tué, c'était un mâle. Parce qu'ils sont un peu plus petits. Je sais qu'il y a un super documentaire là-dessus, là, sur National Geographic, sur les corbeaux. Ils peuvent apprendre à haïr quelqu'un qui les écœure. Là. Ils ont déjà fait un test dans une université. Puis si la personne, si les autres portaient le même masque que la personne, ils attaquaient aussi cette personne-là. Puis ils ont réussi à le transmettre à leurs enfants de faire la même chose. Puis les parents, ils étaient même plus vivants.
c'était rendu à 3 générations qui s'étaient juste fait transmettre la haine d'une personne avec un descriptif physique et ils continuaient de l'attaquer, les personnes qui avaient ce masque-là. Donc, ça pourrait être une famille. C'est fou. Puis là, parce que tu parlais de corbeaux, moi, avant de sortir cette chronique-là, là, j'ai comme vu, en sortant de chez nous, il y avait justement un corbeau qui me parlait, là. Il était accroché sur cette clôture, puis il avait l'air de me parler fort. Puis là, j'ai tombé sur cette chronique-là, puis là, sur mon ordinateur, qui change de fond d'écran. C'était un oiseau. Elle ferait des petits coques et des oiseaux qui me cherchent. Oui, c'est ça. Là, c'est parce que tu devais en parler. Non, ben c'est ça. Là, merci, Christian, pour ta chronique. Merci, Rosemary, pour justement la pétition projet Nathan qu'on peut aller sur Facebook. Merci, Nancy. On peut devenir accompagnateur au MRAR. Oui. Donc, on peut te rejoindre un peu partout. Au MRAR directement. Si je peux me permettre, je dirais peut-être un gros merci à la ville d'Amos. On a fait la levée de fonds au labyrinthe des insectes. Vous avez été merveilleux. Vous avez été tellement nombreux, on a manqué quasiment de parking. Ah oui? Fait que je suis vraiment contente de ce que vous avez fait. On a ramassé comme 1 000 $. On était proches, puis on l'a rajouté là, à ça. Fait que la ville a vraiment beaucoup montré de soutien. On est vraiment contents. Ben, génial. Merci à vous tous. Merci. Nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre. Parlons-en parce que c'est ça. On discute des vraies affaires. Ciao tout le monde!